Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Magazine Pluriel. Théophile Dandakou. Mesdames, Messieurs, bonjour. Une série d'actions contre le terrorisme et l'extrémisme violent a débuté aujourd'hui à Lomé. L'initiative du ministère de la Sécurité entend sauvegarder la paix et la cohésion sociale. L'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages poursuit ses tâches. Une sensibilisation des autorités administratives et locales a pris fin hier à Kara et à Lomé. La guerre se poursuit en Ukraine. Les combats sont intenses en ce moment même dans la capitale Kiev. Invité du journal, Sama Aboubakari, il est linguiste, directeur exécutif de Wycliffe Togo. La promotion des langues maternelles concerne l'entretien. Les sports avec la 14e journée, c'est la dernière de D1. Les échos du palais et la revue de presse sont au menu de ce journal magazine. Actualité à la présidence de la République d'abord. À la présidence de la République, donc, hier, le chef de l'État, Faure Essozene Gnassingbé, a reçu Marcel Amon Tanon. Il est secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente. Il est allé présenter la situation de l'institution au président. Amon Tanon s'exprime au micro de Emmanuel Amegblamé. J'ai eu l'honneur d'être reçu par son Excellence, Monsieur le Président Essozene Gnassingbé, qui est le président de la République togolaise, mais aussi le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Entente. Je suis venu lui faire une visite de courtoisie au moment où je prends mes fonctions, recueillir ses instructions, ses conseils, sa vision, ses orientations. Nous avons parlé donc de la situation actuelle du Conseil de l'Entente, de la nécessité de faire quelques réformes pour que le Conseil de l'Entente puisse prendre une meilleure place dans l'espace sous-régional, puisque c'est quand même l'institution mère qui est née depuis 1959. Nous avons également évoqué la situation au Burkina Faso, qui est un pays membre du Conseil de l'Entente, et le président m'a encouragé et m'a garanti que j'avais tout son soutien pour mener à bien ma mission. Donc, je me réjouis d'avoir pu le voir et de bénéficier de son soutien. À la primature, la chef du gouvernement, Victoire Tomega Dogbé, a échangé avec une délégation du Haut-Commissariat des réfugiés des Nations Unies. Xavier Krich, directeur régional adjoint pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, a conduit cette délégation. Il est interrogé par Pakoum Johnson. Ça fait des décennies que le Togo protège des réfugiés de plus d'une dizaine de nationalités, des décennies que le Togo s'engage pour trouver des solutions pour ces personnes. Donc nous sommes venus la remercier. Nous sommes venus lui dire à quel point nous apprécions l'engagement de son gouvernement, l'engagement concret. Récemment, avec le Togo, mais aussi avec 6 autres pays de la sous-région, nous avons signé une feuille de route pour les réfugiés ivoiriens, dont la grande majorité sont en train de rentrer chez eux. Donc j'allais dire, nous sommes venus célébrer cet engagement et puis cette mise en œuvre de solutions durables pour ces réfugiés qui rentrent. Et puis nous sommes venus parler d'autres groupes de réfugiés pour pouvoir essayer d'identifier en commun accord avec comme Premier ministre, comme chef du gouvernement, comment encore trouver des solutions pour les autres groupes de réfugiés. Et nous sommes venus la remercier une nouvelle fois de voir le Togo démontrer un rôle exemplaire en essayant de favoriser l'intégration des personnes au sein de la communauté hôte. Solliciter l'adhésion des populations sur l'enquête harmonisée relative aux conditions de vie des ménages. C'est la démarche entreprise par l'Institut INSED à travers le pays. Pendant une semaine, une équipe a sillonné 5 communes de la préfecture d'Aguenivé. Les autorités administratives et locales ont été sensibilisées sur les modalités de la prochaine enquête. Nathalie Baneguet. L'opération de collecte de données va permettre aux agents qui vont être déployés sur le terrain d'interroger les ménages, par exemple, sur la consommation alimentaire, l'état des activités économiques, les caractéristiques du logement, les transferts monétaires reçus et envoyés par les membres du ménage.
Justin Pissaï, secrétaire général de la mairie d'Adéti-Kopé. Au niveau de la commune d'Agonivé 6, on a plusieurs canaux de communication. Nous travaillons en collaboration avec la chefferie traditionnelle, les CVD. Lorsqu'une information arrive à la mairie, nous transmettons l'information au niveau de la chefferie traditionnelle et au niveau des CVD. À leur tour, maintenant, de divulguer l'information au niveau de la communauté à la base. Aussi, on a des plateformes de communication. Nous-mêmes, on élabore des communiqués au niveau de la commune qu'on les transmet sur les plateformes pour que l'information puisse être vite partagée. Visiblement, le message est bien passé dans tous les lieux parcourus. Togbi Hunkwetor, 4 chefs du canton de Zanguera. L'idée est vraiment appréciable. Avant que vous veniez ici, là, j'ai déjà lu la lettre que le préfet nous a envoyée au chef du village, qu'eux aussi soient informés. Donc je suis sûr que les chefs aussi iront dire ça à leurs notables et population. 2 activités principales vont se dérouler lors de cette enquête. La première consiste à énumérer les zones de dénombrement des ménages de février à mars. La deuxième concerne la collecte de données proprement dite sur la période d'avril à juillet 2022. La même sensibilisation a eu lieu dans les 7 préfectures de la région de l'Akara. Elle y a bénéficié aux préfets, maires et autres autorités locales. Cette opération se déroule également dans les autres pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile intensifie les actions de lutte contre l'extrémisme violent. Une série d'échanges a débuté pour cela ce matin à Lobé. C'est au sujet des enjeux et défis de la sécurité au Togo. L'initiative recherche les contributions de chaque acteur pour sauvegarder la paix et la cohésion sociale. Les responsables des forces de défense et de sécurité et les chefs de la communauté Walde Fulbe Togo sont concernés par cette première rencontre. Yark Damhan, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Quand il s'agit de la sécurité, il n'y a pas de sacrifice si grand que ça. Le gouvernement a pris la décision de faire de la sécurité une des priorités. Vous n'êtes pas sans savoir que notre sous-région est sérieusement ébranlée par le phénomène de l'extrémisme violent, du terrorisme. Avant, ça se passait au Sahel. Aujourd'hui, ce n'est plus l'affaire du Sahel seul. Les pays côtiers font également les frais. Vous vous rappelez que le 9 novembre 2021, notre pays a été aussi attaqué par des groupes armés terroristes dans la préfecture de Pendial, précisément à San-Louaga. N'eût été la vigilance, n'eût été le professionnalisme de nos forces. Aujourd'hui, on ne saurait vous dire quelles devaient être les conséquences. J'ai suivi hier à la télé un atelier au niveau de l'université de Lomé où on a parlé de la coproduction de la sécurité entre les étudiants ou les forces de défense et de sécurité. Ça ne doit pas se limiter seulement aux étudiants. Il faut aller dans toutes les communautés de notre pays. Donc aujourd'hui, ça je tiens à rendre un hommage au président de la République qui nous a instruit de ratisser large au sein de nos populations. Il faut que chaque population comprenne le phénomène qui se passe aujourd'hui, l'enjeu de la sécurité. Nous avons eu à organiser des ateliers au niveau de la jeunesse, au niveau des femmes. Aujourd'hui, c'est le tour de la communauté Peul, communauté Walde Fulbe, qu'on appelle dans nos jargons Peul. Vous savez, c'est des communautés qui vivent au Togo depuis des siècles. Ils sont aussi togolais comme nous. Et ils ne sont pas aussi épargnés par ce qui se passe. Nous avons voulu organiser cet atelier pour attirer davantage leur attention sur ce phénomène. Il y a 3 sujets. Il y a le problème de l'extrémisme violent, le problème des groupes armés terroristes. Il y a le problème d'enlèvement de Peuls par les Peuls avec demande de rançon et le problème de la transhumance. El Hadj Aboubakari Tonga, chef de la communauté Peul. Dire ça à nos communautés, comme le ministre l'a dit, tout le monde a entendu. Quelqu'un va à son village, il sait comment il va faire pour parler aux autres. Voilà, ce chose que le ministre, le Togo aime pour faire ça. La paix. Non, on sommes confiants, mais nous avons des problèmes. Nous sommes en brousse. Avant le Peul, quand il va rester en brousse, on ne le voit pas. Maintenant, il n'y a plus d'espace. N'importe qui va, ça de quelqu'un, c'est la maison de quelqu'un. C'est ça qui nous donne le problème de l'élevage. Et sécurité aussi, on n'est pas de sécurité. C'est ça qu'on veut nous aider, être sécurité aussi. On le dit, le ministre, on nous aide pour être, nous aussi nous sommes, pour quand on voit quelqu'un mal, on peut le parler, les sécurités pour nous aider.
Quelques 3 jours après l'invasion russe en Ukraine, les combats s'intensifient. À l'heure actuelle, ces combats sont intenses dans la capitale Kiev et ses environs. Des milliers de civils ont dû fuir vers les frontières. Le sort de Kiev ne tient qu'à un fil. C'est ce que nous dit Grace Goutte. Le bilan provisoire fait état de 198 civils tués et de 1115 blessés. Des cohortes de déplacés sont sur les routes de l'Ukraine et 100 000 ont trouvé refuge en Pologne selon les autorités polonaises. Des frappes ont été entendues toute la nuit dans les quartiers résidentiels de Kiev. Le centre est toujours sous le contrôle des forces ukrainiennes, mais la situation est fragile. La Russie a annoncé avoir visé des infrastructures militaires ukrainiennes avec des missiles de croisière navale et aérienne. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé ce samedi les Ukrainiens à ne pas déposer les armes et à défendre la capitale. Volodymyr Zelensky appelle Berlin et Budapest à avoir le courage de retirer la Russie du système SWIFT qui permet les paiements interbancaires entre établissements financiers du monde entier. De nouvelles séries de sanctions envers la Russie, principalement économiques, ont été annoncées par l'Union européenne, la Suisse, les États-Unis, le Canada et l'Angleterre. Certaines visent directement le président Vladimir Poutine et son ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Un bateau de commerce transportant des véhicules vers Saint-Pétersbourg a été intercepté dans la Manche. Il est soupçonné d'appartenir à une entreprise russe visée par les sanctions prises par l'Union européenne. Pour l'heure, l'armée ukrainienne dit avoir détruit une colonne de 5 véhicules russes, dont un char. Kiev est sous les tirs des missiles russes. Selon le maire de la capitale, des unités de sabotage se trouvent dans la ville. Invité de ce journal Samedi Pluriel, Dr Sama Aboubakari, il est linguiste, directeur exécutif de Wycliffe Togo. Il y a une semaine, le monde entier a célébré la journée de la langue maternelle. Des appels ont été lancés à cette occasion pour la promotion de ces langues. L'association Wycliffe Togo en avait fait même un événement en organisant des activités culturelles à travers tout le pays. Le docteur Sama apporte sa contribution pour une prise de conscience sur les langues maternelles menacées de disparition. Monsieur Sama, bonjour. Bonjour, monsieur Dandako. Radio Lomé voudrait l'état des lieux des langues au Togo. Les langues du Togo, nous avons une mosaïque de langues au sein du pays. Du sud au nord, nous traversons différents peuples s'exprimant dans différentes langues. Dans le sud, nous avons les langues qu'on appelle les langues Kwa, comme les V, Wachi, le Mina, l'Adja. On peut ajouter d'autres langues comme le Bessi, le Oudou. Quand on va vers le nord, on trouve les langues Gour, les langues voltaïques. Ce sont des langues comme les Kabières, les Tènes, le Moba, le Gourma, etc. Nous avons autour d'une quarantaine de langues qui sont utilisées sur l'étendue du territoire. Nous avons un troisième groupe, c'est un peu plus réduit. Au début, on les appelait des langues résiduelles, mais le terme a changé entre-temps. Ce sont des langues qui sont parlées sur la chaîne de la Takora, quand on passe du Ghana pour entrer vers le Bénin. Ce sont des langues comme l'Iposo. Ce n'est ni une langue Gou, ni une langue Kwa. Donc nous avons la Kebu, et nous avons d'autres langues aussi, à part ces deux langues-là. Est-ce qu'il y a certaines qui ont émergé, qui ont pu dépasser d'autres depuis l'espace allemand jusqu'à ce jour? Depuis le temps colonial, le temps où les Allemands étaient ici, il y avait des langues qui étaient largement utilisées, comme l'Evé, les Kabyères, le Tém. On ne peut pas dire que ça a tellement changé parce que plus le temps passe, plus la population grandit pratiquement de la même vitesse. Donc les langues qui étaient plus grandes à l'époque restent grandes. Il y a aussi ce qu'on appelle des langues véhiculaires qui peuvent entre-temps venir dans une région où une langue permet à différents peuples ne parlant pas la même langue de communiquer. Nous avons le français qui est utilisé dans le pays et avant c'était, à l'époque allemande, c'était l'allemand à côté de nos propres langues. Donc ça a évolué. Donc vous voyez aussi que dans certains milieux où
le peuple est à côté d'une frontière, comme le peuple plus proche du Ghana, vous allez vous rendre compte que l'anglais est utilisé même sur le territoire togolais à côté de ce pays voisin. Donc il y a ces phénomènes-là que nous observons aussi au niveau de nos différentes régions au sein du pays. Le contact entre les langues maternelles et les langues étrangères a été un plus ou un moins pour les langues maternelles. Les langues étrangères que nous utilisons au Togo, nous avons le français comme langue officielle. Et le français joue un rôle considérable au sein du pays parce que l'enseignement passe par cette langue-là et à travers la langue française, les gens vont à l'école primaire, au collège, au lycée, à l'université, certains vont à l'étranger pour continuer leurs études grâce à cette langue-là. C'est un rôle très important. Au-delà de cela, plusieurs peuples ne parlant pas la même langue peuvent communiquer, peuvent se comprendre aujourd'hui grâce à cette langue officielle. Au même moment, il y a un phénomène que nous observons où les gens délaissent leur propre langue au profit du français. C'est là que nous voulons interpeller la population togolaise. Toutes les langues se valent, toutes les langues sont importantes et chaque langue regorge de ressources inestimables. La culture, vous voyez, la culture passe par la langue. On exprime sa culture à travers la langue. Et quand une langue meurt, c'est un trésor qui s'en va, qui s'envole. Et donc, nous voulons encourager nos frères, nos sœurs, d'utiliser leur propre langue à la maison. Vous allez voir des couples parlant la même langue, carrément délaisser cette langue et parler le français. Et quel français encore? Vous allez voir des gens d'un certain niveau d'études. Ce n'est pas qu'ils ont une performance adéquate du français, mais c'est ce français-là, ce petit français-là qu'ils préfèrent parler à leurs enfants. Et ça aussi, ça a des répercussions sur le développement mental de l'enfant, parce que l'enfant a moins de possibilités d'utilisation de la langue, parce que c'est tellement limité ce que les parents utilisent. Alors que s'ils parlaient leur langue, ils vont exprimer des réalités qu'ils ne pourraient pas exprimer dans cette autre langue étrangère. Et l'enfant a plus de possibilités sur le plan vocabulaire, par exemple, sur le plan de connaissance de plusieurs réalités. L'enfant est plus nanti en connaissance grâce à cette langue que les parents utilisent, dans laquelle ils passent leur message. Mais maintenant, quand les parents peinent à faire une phrase correcte, qu'est-ce qu'ils peuvent dire à l'enfant? Donc ça désavantage l'enfant dans sa croissance et dans la maîtrise des différentes connaissances qu'on lègue à l'enfant. Et donc c'est très bon d'utiliser la langue qu'on maîtrise le mieux au sein de la cellule familiale, au sein du foyer, et cela permet à l'enfant d'avoir une base linguistique. Et il va pouvoir s'appuyer pour acquérir les autres langues. Ce n'est pas un désavantage de parler sa langue. Au contraire, c'est un avantage. Quand on maîtrise bien une langue, la langue de départ, c'est plus facile d'apprendre les autres langues. On peut trouver encore des Togolais qui peuvent 100% parler leur langue sans faire intervenir un mot de français ou d'anglais. Je pense que c'est encore possible. Vous allez voir dans certains villages, des parents ne parlent que cette langue. Mon père, quand il parlait, il n'est plus, mais il y a quelques années, quand il était encore là, quand il parlait, il mélangeait comme parce que c'est la seule langue qu'il parlait. Donc nous avons encore beaucoup de personnes qui n'utilisent que leur propre langue, la langue maternelle. Et c'est là que tout s'impose à nous de développer nos langues, de leur donner un système d'écriture pour que nous puissions faire en sorte que les richesses de ces langues, les richesses culturelles, les richesses sociales, les richesses historiques puissent être conservées. Quand la langue est écrite, les gens vont pouvoir écrire ce qui est leur pensée. Ils mettent ça à l'écrit. Les gens vont faire des petits documents, des essais, même des romans. Et dans certains milieux, les gens font des romans dans leur langue. Quand vous allez au Ghana, il y a des romans dans la langue éveillée, par exemple. Et donc ça contribue à la préservation des richesses culturelles et sociales du milieu. Oui, maintenant, comment faire pour arriver à cette écriture? Nous avons des spécialistes qui s'occupent de ce volet, développement de la langue. Donc ça, ce sont des linguistes. Ils font d'études, ils font des recherches linguistiques qui contribuent à la mise en place d'une orthographe de la langue. Donc il faut faire des études préliminaires, des études phonologiques, et ces études vont permettre aux linguistes de
pouvoir proposer une orthographe. Et avec les peuples du milieu, ils vont essayer de voir cette orthographe qui est offerte, voir si le peuple est d'accord avec ce qui est proposé, et selon aussi les conventions linguistiques du milieu et du pays. Et quand c'est bon, on va élaborer le syllabaire, le guide de transition. À travers ces documents, les gens vont commencer par apprendre A, O, I, pas en français, dans leur propre langue. Et nous avons des sons dans nos langues qui n'existent pas, par exemple, dans les langues européennes. Par exemple, les sons B, on les appelle les labiovélaires en linguistique. Ces sons n'existent pas dans les langues européennes. Donc, il faut leur donner une forme d'écriture. Et donc, il y a déjà des conventions qu'on suit pour pouvoir représenter ces sons-là. Et donc, ça, c'est la part du linguiste. Quand lui finit son travail, maintenant, les alphabétiseurs interviennent. Donc, c'est ceux qui apprennent à lire et à écrire. Ils vont faire leur part, former des classes d'alphabétisation. C'est ce que nous faisons dans notre organisation. Au Togo, nous avons nos partenaires également. Mettons en place ces classes d'alphabétisation et les parents vont là pour apprendre à lire et à écrire. Maintenant, vous ne pouvez pas vous imaginer la joie des parents. C'est une joie inestimable. Est-ce que ce défi sera facile pour vous d'écrire chaque langue du Togo, ou vous avez fait des options? Ce qui a été fait, c'est que depuis que cette œuvre a commencé au Togo, avec nos différents partenaires, la CIL, nous avons l'Alliance biblique et nous avons encore d'autres organisations qui interviennent dans ce domaine. Et donc, nous nous intéressons d'abord aux langues majoritaires, les langues où vous avez plus de locuteurs, de personnes utilisant cette langue. Donc, ce sont ces langues que nous servons d'abord. Et donc, quand les plus grandes sont servies, on pense aux moyennes. Et quand elles sont servies, donc on va vers les plus petits. Donc, actuellement, nous sommes en train d'entamer des projets nouveaux avec des langues qui n'ont pas encore un système d'écriture. Donc, des langues assez minoritaires. Donc, nous avons commencé le travail récemment. L'année dernière, nous avons fait un travail chez les Dangbe. Donc, c'est le peuple à Dangbe. Et de même que les Woudou. Donc, c'était toute dernière langue sur la liste, mais nous avons aussi le projet de servir une dizaine de langues encore. Et d'ores et déjà, nous avons commencé par mobiliser ces communautés, parce qu'il faut que les communautés prennent une part active à cette œuvre. Vous ne pouvez pas aller travailler seul, il faut que vous puissiez travailler à ce que cette œuvre connaisse ce qu'on appelle l'appropriation. Donc il faut que le peuple s'approprie les fruits que vous lui apportez. Là, ce serait périn, ça va rester. Sinon, vous allez faire un travail, vous partez, personne ne l'utilise. Donc nous leur expliquons l'importance de la préservation de ces langues, l'importance de l'utilisation de la langue dans l'écriture et dans la lecture. Et donc quand ils embrassent cette vision, nous envoyons les spécialistes qui commencent le travail. Nous comptons commencer le travail cette année dans au moins 5 communautés. Et ça va continuer les années à venir. Et donc, d'ici peu, nous comptons couvrir le reste des langues qui n'ont pas encore un système d'écriture. Il y a donc le défi de l'appropriation, puisqu'il y a l'évé de Kotokoli sous les Allemands, des langues écrites parlées. Le tabier s'est ajouté sous les Français. Dans le sud, on enseigne, on écrit l'évé. Dans le nord, on enseigne, on écrit le tabier. Mais jusqu'ici, l'appropriation pose problème parce que rares sont ces ouvrages de romans, de mémoires ou d'autres livres qui paraissent dans ces langues. Est-ce que vous n'avez pas peur que votre travail ne sera pas couronné de succès à long terme? Non, nous n'avons pas peur, au contraire. Il y a beaucoup de choses qui nous encouragent. Vous voyez, nous avons lancé ce projet de traduction de l'hymne national dans nos langues. Je pense qu'il faut offrir au peuple quelque chose d'attrayant dans sa langue, pour lui montrer que sa langue en est capable. Sa langue peut exprimer cette réalité. Donc, traduire l'hymne national dans une langue locale, c'est quelque chose de très fort. L'hymne national qui représente l'âme d'un peuple, la valeur d'un peuple. Et nous pouvons l'avoir dans notre langue. Nous pouvons chanter l'hymne dans notre langue. Et ça, vraiment, c'est quelque chose d'assez fort pour une communauté. Vous pouvez voir lors de la célébration l'enthousiasme des peuples qui étaient là pour chanter l'hymne dans leur langue, la joie qui était là. Donc, je pense que
quand nous allons aller dans ce sens, nous avons aussi commencé un travail de traduction des articles du Code civil dans nos langues. Et les peuples vont pouvoir connaître la loi directement dans leur langue. Et donc, quand vous faites un tel travail, vous créez de l'engouement, vous créez de l'intérêt. Et donc, nous voulons aller dans ce sens, amener les peuples à pouvoir utiliser sa langue pour faire quelque chose de très concret, quelque chose de très fondamental, de très utile pour la population à la base. Nul n'est censé ignorer la loi, mais combien sont ceux qui sont frappés par la loi par ignorance. Et donc, si nous voulons vraiment que notre population puisse être citoyenne, il va falloir qu'on lui explique la loi dans sa langue. Plusieurs ignorent la loi au Togo juste parce que la loi est accessible dans une autre langue. Et cette langue qui est réservée seulement à une certaine catégorie de personnes dans le pays. Et donc, si nous vulgarisons la loi et nous la faisons passer dans toutes les langues que l'on utilise au pays, nous donnerons moins de travail aux hommes de loi, aux juges, aux avocats, parce qu'il y aura moins de jugements, moins de peines, moins d'emprisonnement. Et cela va contribuer énormément. Ça sera une valeur ajoutée et ça va aider à la préservation de la chose de l'État. Et ça va donner moins de dépenses à nos communes, à nos préfectures, à nos régions. Peut-être que ça va lutter contre la corruption parce que parfois les citoyens ne comprennent pas les taxes. Exactement. Et je pense que c'est aussi quelque chose de très important. Ça va pouvoir lutter contre la corruption. Parce que si tu connais ton droit, pourquoi essayer de corrompre pour faire passer ce que tu apportes légalement? Et donc, je pense que ça va pouvoir aider le citoyen lambda, comme vous avez dit. Ça va lui donner plus de sérénité, plus de confiance, à prendre la conscience de lui-même, savoir que lui aussi, il est quelqu'un, il est citoyen, il a ses droits, il a ses devoirs, et qu'il peut aussi apporter quelque chose pour le développement de son milieu. Récemment, vous avez eu à célébrer la journée internationale concernant la langue maternelle. Le thème à l'international parlait de technologie. Il y a des innovations, par exemple Internet, WhatsApp. Comment ça va se faire? Nous n'avons pas le choix. Nous n'avons même pas besoin de réfléchir avant de voir comment ça va se faire. Parce que le vieux dans son petit coin avec le portable que son fils l'a envoyé, utilise WhatsApp. Il n'a pas besoin de savoir comment ça a commencé. Voilà, donc on lui dit, voilà, tu fais ceci, on t'appelle, tu fais comme ça, tu parles. Pour enregistrer un message, tu fais comme ça. Vous voyez? Donc, nous sommes dans un village planétaire que l'on le veuille ou non, nous sommes appelés à composer avec la technologie. Et cela se fait voir aujourd'hui dans toutes les communautés. Quand vous traversez le Togo, du nord à sud, de l'est à l'ouest, vous allez voir toutes les générations tenir ce petit appareil-là qui est au niveau de l'oreille. Merci, M. Sama. Merci beaucoup. Écho du palais. Le fils du nommé Agbebara ont été condamnés par la justice pour avoir tué leur père âgé de 117 ans environ, suivant les faits avec Hélène Assabi. Le nommé Agbebara, vieillard de 117 ans environ, était un féticheur originaire d'Arlon, Kliko, au Ghana, qui a résidé successivement à Adétikopé, à Lomnava, avant de s'établir définitivement à Lomé, à Dakpamé. Il avait épousé plusieurs femmes et engendré une vingtaine d'enfants, mais dans les dernières années de sa vie, il n'avait aucune femme au foyer. Il partageait donc son domicile avec 3 de ses fils, Koku, Komlan et Koujo, leurs femmes et enfants, son petit-fils Doji et sa petite-fille Mama, mais c'était Komlan et Koujo qui lui faisaient la cuisine. Le vieux féticheur mélangeait à son fétichisme des pratiques hautement criminelles. En effet, une quinzaine d'années auparavant, il avait perdu sa fille Lawe, qu'il enterra discrètement à son domicile et envoya le cercueil vide qui fut enterré au cimetière d'Adakwame.
Quelques années plus tard, il fit déterrer les ossements de cette dernière par son serviteur à Megan Yoko et son fils à Dansossi. Puis, il utilisa ces ossements dans son fétichisme. Plus tard, ce serviteur mourut et son fils à Dansossi devint fou et erra au bouchon de Toglécopé. Entre-temps, le vieux féticheur ayant vainement recherché une bosse humaine pour l'installation d'un nouveau fétiche, envoya 4 personnes, dont son fils Koku, qui maîtrisèrent et ramenèrent son fils à Dansossi à son domicile, où il le sacrifia à ce nouveau fétiche. Dans ces dernières années, le vieux féticheur était devenu dangereux pour ses propres enfants, qu'il n'avait cessé d'accuser de l'offenser. Ainsi, ces dernières estimaient qu'il ne faisait plus rien de bien et que le moment de sa succession était arrivé. Une lutte pour cette succession divisait malheureusement ses enfants, pendant que son fils Kojo, qu'il avait choisi à cet effet, s'impatientait. Le vieux féticheur était un peu fortuné, mais sa longévité légendaire était devenue un obstacle majeur à ses enfants qui avaient hâte de prendre possession de leur héritage. C'est ainsi que le 9 janvier 2006, aux environs de 7h30, Mama, la petite fille du vieux Agbebara, voulant puiser de l'eau au puits, constata que la porte d'accès au compartiment de son grand-père était encore fermée de l'intérieur. Dodi, son grand frère, regardant par les trous de la porte en tôle du garage, constata que son grand-père y était dans sa chaise pliante couverte de mouches, un bras tombant, un visage noir. En ce moment, Comblan et Kujo étaient absents. Informés, les oncles arrivèrent aussitôt et défoncèrent alors la porte et entrèrent au compartiment des fétiches, puis constatèrent que le visage et la tête de leur frère étaient fracassés. Sa chambre et son armoire étaient fouillées et vidées de tous les documents et sommes d'argent. Comblan et Kujo, revenus plus tard à la maison, déclarèrent qu'ils étaient allés faire leur job au port où ils ont passé toute la nuit. Cependant, ils restèrent indifférents à l'annonce de la mort de leur père, ce qui les rendait suspects. Le crime fut donc déclaré à la gendarmerie qui alla faire le constat d'usage. Dans un premier temps, Kujo nia toute implication dans l'assassinat de son père. Mais 2 jours plus tard, il passa aux aveux en déclarant que dans la journée du 8 janvier 2006, ses frères Comblan et Missiso lui avaient donné le produit appelé D10 à mettre dans le repas de leur père avec promesse de lui donner des dossiers de terrain de ce dernier. Il s'exécuta et après avoir mangé le repas du soir, leur père tomba dans un profond sommeil puis Comblan l'assomma au moyen d'un gourdin. Comblan et Missiso s'introduisirent alors dans la chambre de leur père et s'emparèrent des dossiers de terrain et lui en donnèrent quelques-uns. Interpellé à son tour, Comblan confirmant la participation au fait de son acolyte Kujo et s'agissant du mobile de leur crime, il précisa que leur père était doué d'un pouvoir mystique qui lui permettait de transférer aux membres de sa famille sa propre mort chaque fois qu'il la sentait venir. Ayant eu des problèmes avec leur père, celui-ci les menaçait de mort, lui et son petit frère Kujo. Il en a alors parlé à son grand frère Missiso qui avait planifié le crime. Ainsi, à l'audience du 9 mars 2016, les 3 fils accusés d'homicide volontaire furent condamnés à 15 ans de réclusion criminelle. Les sports, nous parlons de la 14e et dernière journée du championnat national de football de première division qui est au programme ce week-end. Cet après-midi, ASCO, déjà qualifié pour les playoffs, affronte Kakadre de Doufelgou. Asokode, ASCK de Kara reçoit Ifodieta Takwame. Demain dimanche, Sarah FC de Bafilo accueille Unisport de Sokode et Semasi de Sokode joue contre AS Bina. Dans ce groupe B, au nord, voici le classement. Premier, ASCO de Kara, 31 points, 33 points. Deuxième, ASCK, 24 points. Troisième, Unisport, 19 points plus 2. Quatrième, AS Bina, 19 points moins 1. Cinquième, Kakadre, 11 points moins 5. Sixième, Semasi de Sokode, 11 points moins 11. Septième, Sarah Sport, 10 points. Huitième, Ifouye, 9 points. Dans le groupe A, voici les affiches au programme demain dimanche. Entente 2, AS OTR d'une part, Bouglosou Gobido d'autre part, Kotoko Dito et puis AS de Beauport Ange. Le classement est comme ceci. Premier, Dito 26 points. Deuxième, Gomido 25 points. Troisième, AS de Beauport 21 points. Quatrième, Entente 2 20 points. Cinquième, AS OTR de Lomé 18 points. Sixième, Bouglosou des Lacs 11 points.
7e Ange, 10 points. 8e Kotoko de la Vie, 6 points. C'est le temps de la revue de presse. La qualification des éperviers pour la Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2022, l'invasion russe en Ukraine, la campagne de vaccination contre la poliomyélite et l'allègement des mesures barrières ont été les sujets à la une des parutions cette semaine. Léontine Attogima. Covid-19 et allègement des mesures, enfin, s'exclame le tonnerre. Cet assouplissement intervient après une remarquable baisse du taux de contamination de la maladie observée depuis le 1er février, ajoute Ouara les vainqueurs. Cette baisse serait le résultat de la campagne de vaccination en cours et à la mobilisation de tous dans le cadre du respect des mesures sanitaires, poursuit l'hebdomadaire. Libération va plus loin et souligne que cette baisse est le fruit d'un engagement des organisations syndicales des travailleurs du Togo aux côtés du gouvernement dans cette lutte contre la pandémie. Selon le bimensuel, des organisations syndicales ont effectué l'année dernière une grande tournée de sensibilisation dans les 5 régions économiques du pays et dans le Grand Lomé afin de rappeler aux populations l'importance du respect des mesures barrières et de la vaccination contre le Covid-19. Le résultat y est, le gouvernement autorise désormais la réouverture de tous les lieux de culte et la reprise de toutes les activités sportives, culturelle et sociale sur toute l'étendue du territoire national. Ceci n'est qu'un début de soulagement vis-à-vis des mesures restrictives, indique le dialogue. En effet, l'alternative s'attend à l'ouverture des frontières. Des dispositions sont également prises pour la lutte contre la poliomyélite. Une campagne de vaccination se tient depuis le 24 février sur toute l'étendue du territoire national. Elle concerne les enfants de 3 à 6 ans, précise Méga Info, qui poursuit qu'elle est à l'actif du ministère de la Santé en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF. Cette campagne de vaccination de rattrapage contre la poliomyélite prend fin ce samedi. En Ukraine, ce n'est que le commencement d'une guerre avec la Russie. Le monde entier a les yeux rivés sur l'Ukraine depuis l'invasion russe. Selon le site Matin Libre Togo, des réactions fusent de partout et la France apporte son soutien au président et aux autorités ukrainiennes. L'Occident envisage des sanctions contre le président russe Vladimir Poutine. Sport pour finir, c'est fait, le Togo est qualifié pour la première fois à la CAN féminine de football. Qui le crut, s'interroge l'équipe. Les éperviers dames viennent ainsi d'écrire une nouvelle page de football féminin, se réjouit le président de la Fédération togolaise de football, le colonel Guy Akovi, dans les colonnes du journal sportif. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. C'est fini pour aujourd'hui. Retenons pour l'essentiel qu'une série d'actions contre le terrorisme et l'extrémisme violent a débuté aujourd'hui à Lobé. L'initiative du ministère de la Sécurité entend sauvegarder la paix et la cohésion sociale. L'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages poursuit ses tâches. Une sensibilisation des autorités administratives et locales a pris fin hier à Kara et puis à Lomé. La guerre se poursuit en Ukraine. Les combats sont intenses en ce moment même dans la capitale Kiev. Invité du journal, Sama Aboubakari, il est linguiste, directeur exécutif de Wycliffe Togo. La promotion des langues maternelles a concerné l'entretien. Et puis les sports avec la 14e et dernière journée de D1, les échos du palais et la revue de presse ont été au menu de ce journal magazine.